De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Hamza Boukari Yabara, historien, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, les chefferies traditionnelles cohabitent aujourd'hui avec les institutions de l'État. Au Gabon, cette situation est décriée par certains, y compris par les chefs coutumiers eux-mêmes, qui n'ont plus de choix que de composer avec le pouvoir central s'ils veulent continuer à exister. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Dans de nombreux pays d'Afrique, les gardiens de la tradition s'engagent de plus en plus en politique. Députés, maires, ministres, ils parviennent même à cumuler leurs fonctions politiques et celles coutumières. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour contester l'intrusion des chefs traditionnels et coutumiers dans la vie politique. Pour certains, leur position doit les astreindre à une obligation de neutralité vis-à-vis de l'agitation et des joutes politiques. Au Gabon, les rares chefs coutumiers encore reconnus ne sont pas en marge de cette réalité. Ici, au village Maluku, dans le royaume Benga, le roi Tad Kombo règne en maître. Son royaume s'étend jusqu'aux côtes de Libreville. Cependant, le recul, le désintéressement des populations face à la tradition et les enjeux politiques ne lui facilitent pas la tâche. Lui qui, aujourd'hui, s'efforce à faire valoir sa neutralité dans un milieu totalement politisé. Les chefs ne font pas politique, mais seulement nous sommes là à gérer, à conseiller, à orienter, de moins concrète avec l'homme politique pour le bien-être du pays. Les rares communautés qui préservent encore les us et coutumes ancestrales gabonaises composent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre avec l'autorité étatique. Toute chose qui remet en cause l'objectivité de ces chefs selon les observateurs. Cette partie à deux qui se joue entre l'État central et les chefs traditionnels, il y a quelque chose de fortement déséquilibré. Je pense qu'il y a une tentative, sinon une intention d'instrumentalisation de ces chefs traditionnels. Ces chefs-là, pour la plupart, de gré ou de force, composent avec le pouvoir central. Est-ce que cette complicité avec le pouvoir central correspond aux aspirations de leurs compatriotes vivant sous leur autorité? Je ne le crois pas. Dans la communauté Benga, certains membres de la chefferie traditionnelle ont, comme dans toutes les autres communautés, des postes politiques. Cela s'explique entre autres par le fait qu'aujourd'hui, le monde est majoritairement constitué des États, ce qui signifie respect des chartes et conventions internationales en vigueur. Or, autrefois, les nations étaient organisées en royaumes et les rois étaient les seuls garants des lois de leur territoire. Bon, les chefs traditionnels qui s'engagent à la politique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas le bien fondé de la chefferie traditionnelle. Et ils ne mettent plus en valeur leur tradition parce qu'en se mettant avec la politique, on perd totalement nos valeurs. Organiser la chefferie traditionnelle en un seul bloc, c'est l'ambition du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Objectif, rendre la chefferie plus forte et plus fédératrice, mais surtout plus proche de la politique. Une approche au double avantage pour les observateurs de la vie sociopolitique du pays. Conseil traditionnel, pourquoi pas? Conseil traditionnel des chefs coutumiers, qui seraient alors à ce moment-là consultés, même à titre consultatif, donc consultés sur les grandes questions qui animent le pays et qui intéressent la collectivité nationale. Ils seront certainement le meilleur conseil que les représentations modernes que nous avons aujourd'hui, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, qui me paraissent très en décalage avec véritablement le vécu culturel des populations, qui elles sont beaucoup plus sensibles justement à l'autorité de ces chefs traditionnels. Le président constate que nous avons complètement oublié nos cultures. Il faut qu'on revienne en arrière, comme il voit dans les autres pays, parce qu'il a été une fois reçu en Côte d'Ivoire par les chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que nous, au Gabon, on puisse faire comme les autres. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons déjà envoyé des émissaires afin que toutes les ethnies du Gabon soient représentées par un chef traditionnel. Pour asseoir leur autorité, beaucoup de chefs coutumiers se trouvent dans l'obligation de côtoyer la vie politique et tout ce qu'elle contient. Le but, la quête du pouvoir. Cette nouvelle configuration de l'organisation de la société polarise le plus grand nombre, y compris les rois.
La conséquence, les chefferies traditionnelles au Gabon perdent de plus en plus leur hégémonie. Hamza, est-ce que l'on peut parler de rôle politique lorsqu'on parle de chef traditionnel ? Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une problématique qui est vraiment inscrite dans l'histoire, puisque dès le départ, au moment par exemple de la période coloniale, le rôle des chefs traditionnels était de facto un rôle politique. Ils étaient en tout cas la courroie de transmission du pouvoir colonial vis-à-vis des populations, et cela s'est mal passé dans un certain nombre de cas. Au moment des indépendances, on a vu la mise en place d'États entre guillemets modernes. Ils ont été rejetés dans la quasi-totalité des pays. Donc aujourd'hui, on voit un regain de ces chefs traditionnels qui effectivement se tournent de plus en plus vers le politique, en sachant que sur le continent africain, les situations sont très variées d'un État à l'autre, qu'il y a des États comme le Ghana où leur rôle est davantage institutionnalisé, et puis d'autres, le Gabon, où leur rôle est certainement socialement, voire même économiquement important, mais du point de vue politique, cela peut poser des problèmes, notamment en raison du fait qu'un chef traditionnel doit être relativement objectif et non partisan, je pense. Alors justement, est-ce qu'il faudrait un devoir de neutralité ? Il faut en tout cas inscrire les statuts de la chefferie traditionnelle, je pense, dans les constitutions pour que les choses soient suffisamment claires et que les chefs parviennent à garder cette unité et surtout à incarner la culture. Je crois que le plus important dans ce reportage-là, c'est de comprendre que la plupart des populations africaines ont beaucoup d'affection vis-à-vis des chefs traditionnels, tant que ces chefs-là, je pense, restent suffisamment à l'écart de la politique, ou alors quand ils font de la politique, mais dans le sens noble du terme, dans le sens de l'intérêt général et pas dans le sens partisan tel qu'on peut le voir avec les démarches électoralistes. Daouda, est-ce qu'il faudrait fixer comme ça les statuts de la chefferie traditionnelle justement par rapport à l'engagement politique ? Je pense que oui. Je pense que quand on a un pouvoir traditionnel, entre guillemets stabilisateur de la vie sociale locale, je pense qu'on doit se garder de faire de la politique. Moi, ça, c'est de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que après, on ne sait plus où sont les frontières. Parce qu'on a vu quand même des chefs coutumiers parfois se faire corrompre dans certaines situations avec des moyens matériels, ce qu'on peut appeler de la corruption, entre guillemets, parce que quand vous avez un président qui donne des avantages à des chefs traditionnels, à l'approche d'élections, évidemment, on ne peut pas appeler ça autrement. C'est un enjeu électoral ? C'est un enjeu électoral parce que c'est des personnes dont les voix comptent. Dans certaines situations, quand ils disent voter pour monsieur tel, il y a des populations qui suivent. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans certaines situations, ça marche. Donc, en fait, il faut délimiter, il faut tracer une frontière entre les deux. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous les pouvoirs traditionnels. Il y en a qui respectent bien leur rôle dans la société, leur rôle modérateur dans la société. Toujours est-il que je pense quand même qu'il faudrait en tout cas séparer les deux parce que d'un côté, on leur confère un pouvoir traditionnel au sein d'une démocratie même. Ils peuvent aussi lâcher du lest sur la vie politique, puisque n'importe quel citoyen ne peut pas être un chef traditionnel et bénéficier de cette stature. La démocratie, on est tous égaux devant les lois. Donc si on leur concède ça, eux aussi doivent pouvoir concéder, en tout cas, leur potentielle implication dans la vie politique, le laisser aux autres, qui sont des citoyens qui peuvent agir sur le plan politique, et eux, ils gardent leur rôle modérateur de la société. C'est mon point de vue. Jean-Marie, comment peut-on avoir un rôle modérateur tout en ne touchant pas à la politique de l'autre côté ? C'est une équation qui est difficile à résoudre, Fanny. Bon, moi, je partirais déjà sur un point de vue. Quand on parle des chefferies traditionnelles, il y a deux lectures. Soit on a la lecture du sociologue, soit on a la lecture du juriste. Déjà, ça, c'est clair. De mon point de vue, on peut difficilement réconcilier les deux, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en opposition. Puisque la chefferie, c'est la dimension sociologique de la chose. Le juriste va prendre les catégories qui sont préétablies pour pouvoir raisonner, si vous voulez, par rapport aux institutions. Mais n'oubliez pas une chose, la définition étymologique latine de la politique, c'est quoi ? C'est s'occuper de la vie de la cité. D'accord ? Donc, dès cet instant-là, je ne vois pas au nom de quoi on interdirait à un chef traditionnel qui a une organisation collective à sa disposition, qu'il est en train de régler l'organisation de cette entité-là, de ne pas agir dans le monde politique
pour moi, c'est une aberration. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un individu libre qui est là pour s'occuper de la vie de la cité au même titre, comment dirais-je, qu'un chef politique. Donc, à ce niveau-là, gardons les institutions. Pour moi, le chef traditionnel pourrait être, comment dirais-je, représenter le maire. Tout à l'heure, notre invité a parlé de la culture. Ils sont gardiennes, comment dirais les chefferies sont gardiennes de nos traditions, de notre culture à la base. Donc, qu'on leur donne un statut officiel, moi, ça ne me choquerait pas que ces gens-là puissent faire de la politique, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur, un levier, si vous voulez, de l'organisation sociale qui est extrêmement fort dans nos États africains. Donc, dès cet instant-là, pour moi, je ne vois pas cette contradiction-là. C'est pas parce qu'on a amené des organisations administratives modernes de la colonisation qu'il faut effacer tout ce qui existait sur place. Ces gens-là ont une importance. S'ils veulent s'impliquer en politique, c'est pas le fait qu'on soit chef, si vous voulez. Un maire peut être chef, si on va dans l'organisation administrative. Un maire peut être chef, si vous voulez, d'un clan. D'accord? Donc, à partir de cet instant-là, pour moi, la césure qui est faite entre la chefferie et les institutions politiques modernes n'a pas lieu d'être. Il faut plutôt chercher des complémentarités et leur donner un statut et leur permettre d'exercer, si vous voulez, la liberté dont Daoud a parlé tout à l'heure dans toute son ampleur possible et imaginable. Hamza, mais si on leur donne un statut à ces chefs traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit une activité parallèle à celle de l'État? Pas nécessairement, puisqu'ils peuvent déjà remplir des fonctions telles que celles d'état civil, par exemple. Ils peuvent délivrer des documents, des pièces d'identité, ils peuvent être caution lors des élections au niveau des bureaux de vote de leur localité. Donc il y a un certain nombre d'éléments administratifs qu'ils peuvent déjà remplir. D'autre part, je crois que les chefs traditionnels sont ceux qui connaissent le mieux leur population et qui sont sans doute les mieux à même d'exprimer effectivement les revendications, les besoins de leur localité. Malheureusement, dans beaucoup de cas, effectivement, ces besoins sont récupérés par des intentions électoralistes qui font que, à l'approche des élections, lorsque, par exemple, quelque chose qui avait été promis par le député de la localité n'a pas été réalisé, là, les chefs traditionnels peuvent effectivement faire pression, peuvent davantage constituer, je pense, quelque chose comme un groupe, un lobby, en mesure de rappeler aux politiques, aux élus, quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis des populations. C'est plus dans ce sens-là. Mais est-ce que là, on ne se rapproche pas du statut de l'élu local, finalement? Alors, ils ne sont pas élus. Les chefs traditionnels, déjà, leur mode de désignation, leur légitimité peut poser problème, parce qu'il y a, entre guillemets, des bons et des mauvais chefs traditionnels. Il y a des usurpateurs, il y a certaines régions, certaines populations dans lesquelles on voit également des dissidences. Donc, je pense que déjà, le plus important, c'est d'éviter le conflit, d'être en position d'arbitrage et d'être en mesure de réconcilier la population. Je crois que c'est le plus important. Après, la question politique peut être amenée à travers le débat. Le chef traditionnel ou coutumier peut organiser le débat en son sein. Il peut également travailler sur des questions liées au foncier. La question foncière, notamment dans les communautés rurales, est très importante et je pense que nous avons besoin de l'expérience de proximité de ces chefs-là. Donc il y a également un certain nombre de projets, d'activités techniques qu'ils pourraient accomplir et il serait bon, je pense, que nos États forment les chefs traditionnels de la meilleure manière possible, de telle sorte qu'ils puissent mettre en place des démocraties locales qui puissent ensuite permettre à l'échelle nationale d'avoir des formes démocratiques beaucoup plus améliorées, puisqu'on peut tout à fait rappeler qu'avant la colonisation, il existait déjà des formes de démocratie et que bien souvent, c'était ces chefs traditionnels-là qui les régulaient. Daouda, que pensez-vous de cette idée d'insérer les chefs traditionnels par l'État en étant des lobbies au niveau local, par exemple? Oui, moi je suis complètement d'accord avec cette thèse. Sur la notion d'arbitrage aussi? Sur la notion d'arbitrage, tout à fait. Parce qu'il y a certains conflits. L'État central, en général, n'étant pas présent partout, quand il y a un conflit qui éclate, parfois on fait appel à des chefs traditionnels pour régler le conflit. Parce que c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent les familles, etc. Au lieu de... Je vous donne un exemple très concret. Quand vous avez un village et qu'il y a du vol de bétail, par exemple, et qu'il n'y a pas de gendarmerie dans un rayon de 50 km à titre d'exemple, au lieu d'arriver, pour éviter le pire, on fait appel au chef traditionnel, qui est soit le chef du village, soit un chef peut-être même religieux traditionnel, hein, ça peut être le cas, qui va essayer d'arranger, etc. Et souvent, c'est des personnes qui sont très écoutées par la population. Donc ce rôle-là est très important, effectivement, et c'est pour ça que je reste convaincu que même si leurs droits
peut être garantie, parce que c'est des citoyens d'abord, hein. Ils peuvent donc, du coup, ils ont le droit de se faire élire, d'être électeurs et éligibles. Mais d'un point de vue moral, simplement, pas du droit, mais d'un point de vue moral, je pense qu'ils doivent se tenir à l'écart de la politique politicienne, tout en étant des conseils, comme notre invité l'a si bien dit, des conseils pour les hommes politiques, parce qu'ils connaissent très bien les réalités du terrain et les préoccupations des populations. Ce schéma-là me paraît plus pertinent. Jean-Marie, rapidement. Moi, je veux revenir sur la question foncière dont il parlait tout à l'heure. Le chef traditionnel, si vous voulez, a un rôle fondamental à jouer là-dessus parce qu'il connaît, comme Daouda vient de le dire, sur son exemple du bétail, ils connaissent pratiquement la généalogie de leur administration, si vous voulez, de leur localité. Donc, sur la question foncière, c'est-à-dire l'État gagnerait énormément de temps à se reposer sur ces personnes-là parce que on ne va pas se retrouver sur la justice moderne, là où on va vous demander des preuves. Bon, est-ce que vous avez un titre foncier? Est-ce que vous avez telle ou telle chose? Non, le chef traditionnel est là sur la question foncière. Son rôle est fondamental parce qu'il sait très bien que ces terres-ci sont occupées depuis tant de temps par telle ou telle famille. Donc, ça fait, si vous voulez, des économies à nos États dans le fonctionnement juridique. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste sur le statut du chef traditionnel, qu'il faut que ce statut-là puisse être institutionnalisé quelque part, parce que ce sont des gens qui servent, si vous voulez, à la justice dans nos États, par rapport à l'absence de structures modernes, politiques, juridiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce n'est pas une question qu'il faut évacuer comme ça d'un revers de main et se dire que puisque nous avons des institutions politiques modernes, il faut se débarrasser, comment dire, du chef traditionnel. Merci messieurs. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa News. On va tout de suite.